Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire ce matin sur les ETF et la gestion de patrimoine. Il est pile poil 9h30. Je vous propose qu'on se donne 1 à 2 minutes avant de commencer, histoire pour les participants de pouvoir nous rejoindre. C'est toujours parfois un peu compliqué, les liens. Introduction pour dire que ce webinaire est organisé en partenariat avec BNP Paribas Asset Management. On a Bertrand Alfandéry qui est avec nous, qui est responsable du développement des ETF. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, on ne me voit pas à l'écran, ma caméra ne fonctionne pas, mais j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, en tout cas on t'entend bien. J'espère que Tant la mieux. technologie fonctionne bien. Vous voyez bien l'écran. On a voulu justement faire un point sur deux thématiques qui se développent beaucoup. Une thématique ETF, qui connaît un développement structurel dans cet environnement, et puis la partie gestion de patrimoine aussi. Les Français ont de l'épargne, investissent, et voir justement comment les conseillers en gestion de patrimoine et comment les sélectionneurs de fonds utilisent de plus en plus les ETF, et aussi faire le lien avec l'assurance vie, puisque c'est l'enveloppe privilégiée par les épargnants. Donc voilà, on se laisse encore 1 minute pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, il fait beau et il y a de la vaccination, donc normalement, petit à petit, Les choses devraient s'arranger. Voilà, arrêtez les webinaires. J'adore les webinaires, mais à un moment donné… Ouais, je pense qu'on va quand même continuer, hein, parce qu'effectivement, on y prend goût finalement. Non, puis c'est vrai que ça permet de se voir aussi assez régulièrement, assez facilement. D'un peu partout, après tous les outils, même un téléphone portable, on y arrive. Bah, moi, je suis sur mon portable, donc oui, c'est pratique. Ouais. Bon, ben, je vous propose de commencer ce webinaire. On a prévu une demi-heure à peu près, une bonne demi-heure de présentation, et puis ensuite on aura des questions-réponses sur des sujets qu'on aura évoqués. Merci encore de nous rejoindre ce matin. Donc vous êtes assez nombreux. Essayez de couper les vidéos et les sons pour optimiser, j'allais dire, la diffusion. On va commencer, enfin, je vais présenter le plan de bataille. Donc la slide suivante, on va dérouler les slides pour faire une petite introduction sur justement, on a diffusé l'Observatoire de la gestion ETF Cantalis BNP Paribas Asset Management. Donc ça a été fait l'année dernière, enfin sur les statistiques de l'année dernière. Et donc avec Bertrand, on voulait profiter de cette occasion pour parler un peu des grands thèmes de notre industrie, la partie ETF, et comment la gestion de patrimoine rencontre justement ce développement, avec un nouveau paradigme qu'on va évoquer, qui est le développement des ETF thématiques. Et puis on prendra vos questions-réponses dans la dernière partie. En introduction, en préambule, j'allais dire, de l'introduction, je voulais insister sur un peu cette nouvelle phase de développement des ETF. Vous savez que la plupart du temps, on parlait d'une phase très institutionnelle, et les ETF ne concernaient pas trop les réseaux de distribution et même les particuliers sophistiqués, lisibilité. Voilà, on avait tendance à jargonner sur le développement des ETF, et tu ne me contrediras pas, Bertrand. Donc on disait synthétique, physique, smart beta, etc. Et en oubliant un petit peu l'investisseur final. Il y a eu une phase de développement de fonds aussi, qui est forcément spécialiste ont utilisé. Et puis là, on est en train de vivre une nouvelle phase de plus de retail, en fait, de particuliers. J'ai rappelé les statistiques AMF que tu dois connaître par cœur, Bertrand. On avait à peu près, vous voyez sur la gauche, en 2018, 70 000 particuliers qui utilisaient l'outil ETF tous les trimestres.
Et on est passé sur la droite, vous voyez, en 2020, en moyenne, c'est les statistiques AMF qui ont été publiées là en début 2021, à 120 000 particuliers qui utilisent, donc c'est pratiquement un doublement, 233 000 qui l'utilisent sur l'année. Et j'ai mis ça en rapport avec les actionnaires. On a 1,3 million d'actionnaires. C'est intéressant de voir combien il y a d'investisseurs qui sont actifs sur les actions. Et Oui, il n'y a pas un doublement, c'est une augmentation de 40% du nombre d'actionnaires en moyenne, modulo le pic de la Française des Jeux. Et donc, on voit que l'ETF, il y a eu un engouement et qui est stable. Et donc, ce n'est pas neutre parce que ça concerne l'ensemble de notre écosystème. On est tous plus ou moins intéressés par ce que font les investisseurs finaux. Oui, nous, on s'en rend compte chez BNP Paribas Asset Management au quotidien de ce virage qui est pris, parce que là, ce dont tu parles, Jean-François, c'est le marché français. Et c'est vrai que le virage retail, il a été pris dans d'autres pays en Europe et en premier lieu en Grande-Bretagne, mais également en Suisse via les banques privées très présentes et très consommatrices d'ETF, également en Allemagne, également en Italie, sans doute, qui ont été même qui ont eu une petite longueur d'avance par rapport à la France. Et ce virage en France est pris actuellement grâce notamment au développement des thématiques qui plaisent bien aux investisseurs français et l'ISR, on va en parler, mais aussi grâce, comme tu disais Jean-François, à l'assurance vie aussi, où de plus en plus de contrats référencent les ETF. Donc on s'en rend compte vraiment concrètement. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait peut-être 5 à 10 questions d'investisseurs particuliers par mois. Aujourd'hui, c'est à peu près 3-4 questions par jour que l'on a, alors qu'on n'est pas une plateforme, on n'a pas de hotline, on n'est pas censé nous répondre aux particuliers. Pourtant, on reçoit des demandes tous les jours. Et pareil pour la presse économique et financière. On n'a pas de presse spécialisée sur les ETF en France, alors qu'on en a ailleurs en Europe. Et pourtant, cette presse, je ne vais pas dire que ce spécialisme, en tout cas maintenant, traite de façon récurrente le sujet des ETF auprès du grand public, et même une presse qui n'est pas patrimoniale. Voilà, c'est très bon signe. C'est très bon signe. C'est en phase de développement, c'est structurel, c'est récurrent. Vous voyez, c'est pas juste un pic une fois. Et ce qui m'a intéressé, c'est que sur 1,3 million de Français actifs en bourse, il y en a 1 sur 5 qui est actif sur des ETF. Donc c'est quand même massif. Par exemple, c'est Epsilonès quand on voit les certificats, les barrants, etc. Là les ETF, c'est massif. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur les autres points pour voir justement les statistiques de l'Observatoire de la gestion ETF. Pourquoi ce développement? Alors, les statistiques en préambule, donc on parle bien de 1500 ETF qui sont distribués en Europe. C'est arrêté en fin d'année. Ça représente à peu près 10% des fonds distribués aujourd'hui en Europe. Donc, on voit le développement récurrent en termes de nombre de véhicules. Il y a beaucoup d'ETF qui se créent tous les jours, d'où l'intérêt justement de faire ce point de rencontre, ces webinaires, en disant de quoi on parle, quels sont les nouveaux ETF. C'est aussi perturbant, j'allais dire, enfin intéressant et perturbant d'avoir ce suivi, parce que des nouveaux ETF ou des nouveaux fonds, c'est-à-dire que ils n'ont pas les étoiles Cantalis, ils n'ont pas les track records, donc il faut regarder un peu, il faut fouiller, il faut travailler pour regarder quel indice en sous-jacent et des caractéristiques de l'ETF, etc., etc. Donc ça, il y a un bouillonnement qui est intéressant, mais qui est aussi un peu challenging. Le slide d'après, c'est Alors, je peux peut-être. Pardon. Oui, là, on est sur la slide 4 parce que je suis désolé, moi, je ne vois pas les slides. Jean-François, j'espère que tout le monde les voit. On est sur le nombre d'ETF en Europe. Et alors, si je peux. D'accord. Si je peux apporter juste un éclairage supplémentaire rapidement, Jean-François, c'est de dire que le nombre d'ETF distribués en Europe, c'est à peu près 20% des ETF distribués au niveau mondial. On a à peu près 8000 ETF distribués sur toutes les places de négociation dans le monde. On a quand même une stabilisation de l'offre depuis 2018. On voit qu'il y a une croissance forte sur ce tableau depuis 2010. Et finalement, depuis 2018, on voit qu'on est passé, on a des petites augmentations de 2-3% du nombre d'ETF. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros travail aussi de rationalisation des gammes. C'est valable en gestion active, mais c'est valable en gestion passive aussi, qui a été initié depuis 2016, on va dire, par les émetteurs d'ETF, et encore maintenant, mais de façon beaucoup plus faible aujourd'hui. Ça veut dire donc qu'on a épuré quelque part des gammes avec des ETF qui avaient par exemple des encours très faibles, et maintenant on est sur une offre qui est relativement pérenne, ce qui n'était peut-être pas le cas, et mature, ce qui n'était peut-être pas le cas encore il y a 5 ans. Donc c'est extrêmement
bon signe aussi pour les investisseurs qui savent qu'aujourd'hui, les fonds qui existent ont peu de chances d'être délistés parce qu'encours insuffisant. Et puis le chiffre très important aussi là-dessus, c'est l'ISR évidemment, où là on voit que l'ISR est en très forte hausse, 100% en 2 ans, et l'offre ISR 162, bon, c'est à 10% à peu près de l'offre ETF en Europe. C'est pas énorme, ça va continuer à progresser puisque nous, par exemple, toutes nos innovations passent par l'ESG et l'ISR, et c'est à peu près un tiers de l'offre au niveau mondial. L'Europe représente un tiers du nombre d'ETF ISR. Donc, on voit bien que, on va voir après, on va parler en termes d'encours et de collecte, mais on voit bien déjà qu'en termes d'offres, l'Europe est très bien représentée au niveau mondial sur l'offre des ETF et l'offre ISR. De mémoire, il y avait une dizaine de nouveaux ETF qui apparaissaient en Europe par mois. D'accord. On voit après les encours, donc tu ne le vois pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui, donc on parlait de maturité, 1 trilliard, je veux dire, d'encours, 1000 milliards qui sont investis sur des ETF. C'est une croissance de 15% par an. Il y a un effet marché, il y a un effet collecte, on va y revenir dans la salle d'après, mais ça représente aujourd'hui 13% des encours de la gestion d'actifs de l'industrie en Europe. Je ne sais pas si tu avais un commentaire, Bertrand, sur cette croissance structurelle. Juste dire que 15% par an de croissance structurelle, c'est vraiment très élevé sur une industrie de gestion et que ça ne ralentit pas puisque 2020, c'était une progression de 15% aussi. Cette part d'ETF sur les encours totaux gestion collective de 13%, elle a quand même extrêmement bien progressé. Pourquoi? Parce qu'il y a une utilisation plus systématique en Europe des ETF. D'abord des investisseurs professionnels en Grande-Bretagne, en Suisse, en France, on en a parlé, mais de plus en plus des distributeurs, des intermédiaires et des investisseurs particuliers qu'on va appeler autonomes dans leurs décisions d'investissement. Donc, il y a vraiment un relais de croissance très important qui est pris par les intermédiaires financiers, la gestion de patrimoine et les particuliers en France depuis 1 an. On va dire que la France était en retard là-dessus et elle rattrape son retard aujourd'hui. C'est ça. Donc, on va regarder justement comment ça se traduit au niveau des flux de collecte. On voit effectivement que la collecte est structurelle. Il y a eu une multiplication par 2 des encours en 4 ans et c'est aussi un effet collecte, new money, donc vous avez sur 2020 un effet de marché, puisque ça a été légèrement positif, tout cumulé, actions et obliges, mais avec pratiquement 80 milliards de collecte nette sur les ETF en Europe. Donc on voit que on était à 40 et quelques milliards de collecte nette il y a 4 ans et une vingtaine, même 16 milliards il y a 8 ans. Donc voilà, il y a un bon quantique qui a été réalisé. Je ne sais pas si tu voulais commenter cette collecte nette. Juste un tout petit commentaire pour dire que vous voyez qu'en 2018, malgré un effet marché négatif important, on a continué à collecter, ce qui veut bien dire que la croissance structurelle est bien là. Si les marchés baissent, c'est qu'on continue à collecter. Et pareil en 2020. Quand on a assisté à la forte baisse des marchés au premier trimestre 2020, on a quand même continué à collecter, bon, sauf au mois de mars qui a été un mois très particulier, mais finalement, même sur le premier semestre 2020, on avait une dynamique de croissance très forte sur le marché des ETF en Europe. Donc, quelles que soient les évolutions de marché, finalement, il y a une appétence pour investir sur les ETF qui est de plus en plus forte. Alors, on va rentrer dans le vif du détail après cette introduction sur un peu le pourquoi. On ne va pas passer en vue toutes les raisons. Vous irez voir dans l'observatoire la gestion ETF qui a été utilisée sur Cantalis. Mais peut-être rappeler en premier point, Bertrand, le fait que les ETF, ce n'est pas juste les grands indices actions, mais c'est. Alors, les actions, les ETF actions représentent 69% des encours des ETF. Hein, c'est 600 et quelques milliards, c'est assez facile puisque comme il y a 1 trilliard, on se retrouve à peu près avec le pourcentage en milliards, en centaines de milliards. Donc, c'est les 69%, c'est à peu près 700 milliards. Mais il y a encore une croissance forte des ETF obligataires. Et puis, à l'intérieur de ces grandes classes d'actifs, les styles, donc c'est action, growth, value, thématique, ISR, on y reviendra tout à l'heure sur la partie thématique, et même sur les obliges, on retrouve la dette émergente, du high yield, des green bonds, enfin voilà. Donc les ETF
on casse ce matin l'image d'Épinal des ETF qui ne font que répliquer des grands indices très, très connus, qui ont pignon sur rue, des indices de marché. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que finalement, c'est assez surprenant de voir, on aurait pu penser que c'était essentiellement action historiquement quand on investit sur des indices, mais en fait, la part obligataire, elle était quand même assez importante il y a déjà 10 ans, hein, 20%. Ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup d'investisseurs qui investissaient sur des ETF obligataires et encore plus maintenant. Pourquoi plus maintenant? Parce qu'évidemment, la baisse des taux et les rendements négatifs a incité les investisseurs à chercher un rendement net de frais meilleur. Donc, quand on a des frais de gestion en moyenne de 0,15, 0,18 sur des fonds obligataires, bah, évidemment, on va rechercher aussi le bas coût des ETF, mais également parce que les gammes se sont développées, parce qu'il n'existait quasiment rien en gamme obligataire ETF il y a 10 ans, alors que maintenant, les gammes se développent depuis 2-3 ans, donc c'est assez récent, c'est ce qui crée ce regain de dynamisme sur le marché, sur les indices obligataires. Et puis enfin, la liquidité, qui était peut-être une préoccupation de certains investisseurs, et notamment institutionnels, parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, ce sont les professionnels qui investissent sur des ETF obligataires, très peu de particuliers. Et là, je dirais que l'étape de mars 2020 et le pic de volatilité qu'on a connu, c'était un peu un stress test sur le marché des ETF. On a regardé ça à la loupe en termes de réaction sur la liquidité des ETF et notamment au rendement sur des indices un peu plus exotiques et moins liquides. Et finalement, le marché obligataire s'est bien comporté. La liquidité sur le marché des ETF obligataires s'est globalement très bien comporté. Je pense que ça a rassuré aussi pas mal d'investisseurs qui se sont positionnés dessus en cours d'année. Alors, deuxième raison qu'on souhaitait souligner, c'est le développement de l'ISR. On a déjà parlé. Sur la collecte nette, il y a plus de la moitié, en fait, qui sont positionnés sur des ETF ISR. Je disais qu'il y en avait 162 aujourd'hui, et c'est en phase de développement fort, on le voit bien. Donc là, la vague verte, l'engouement pour des investisseurs sur l'ISR passe aussi par les ETF, ce qui était un peu surprenant quand on a fait l'étude. Je ne sais pas si tu as un commentaire, Bertrand, sur cette bascule. Oui, donc déjà, donc il y a une très forte progression des encours, on le voit, et c'est essentiellement sur quand même des indices actions, des indices thématiques, hein, l'ISR, ESG aujourd'hui, même si on développe les gammes obligataires ISR aussi, mais c'est essentiellement ça vient des indices actions. 50% de la collecte en 2020 quand même qui émane d'ETF ISR ou ESG. Chez nous, c'est presque 100% de notre collecte nette qui s'est positionnée, surtout sur des indices ISR, MSCI globaux, je dirais, Monde, Europe, World SRI, etc. World SRI, également sur des thématiques, le bas carbone, l'économie circulaire, l'économie bleue, où on a des encours maintenant qui deviennent assez impressionnants sur des thématiques qui sont pourtant des thématiques de niche, mais qui ont remporté un franc succès. Je vais vous donner l'exemple de l'économie circulaire qu'on a lancé en mai 2019. Qu'on abordera tout à l'heure. Qu'on abordera tout à l'heure, mais juste pour dire qu'on a à peu près 350 millions d'euros d'encours en même pas 2 ans sur une thématique quand même très 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 spécifique. Et puis l'économie bleue aussi qu'on a lancée en octobre dernier, donc il y a quelques mois, où on va quasiment atteindre les 150 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a un appétit pour les thématiques d'investissement durable. Alors, je dirais donc pourquoi cette évolution très forte de l'ISR-ESG dans la collecte, parce qu'il y a une conviction des investisseurs ou une contrainte. Certains le vivent comme une contrainte, d'autres comme une conviction. Il y a une recherche de qualité, de stabilité des actions, des sociétés, et puis aussi parce qu'on a une résilience. On a remarqué qu'historiquement, sur 1 an, 3 ans, la performance des stratégies ESG, ISR avait quand même plutôt surperformer des indices qui n'ont pas de filtre ESG. Donc, je pense que les investisseurs n'ont pas loupé ce regain d'intérêt. Et puis, il y a la labellisation aussi, mais la labellisation qui génère plus de transparence aussi. Et donc, avec un parcours client maintenant qui est un petit peu plus simple, un fléchage de l'épargne ISR qui est plus simple à comprendre. C'est ça. Et d'ailleurs, je renvoie à la mission de cet après-midi à 16h15 sur BFM. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder l'émission dédiée à la gestion ISR. Et le thème de la journée, c'est les ETF et l'ISR. Et on abordera justement les ETF comme BNP Paribas, MSCI, World SRI. Et ce qui me fait dire que ça permet d'illustrer la bascule de l'industrie d'une utilisation qui, la plupart du temps, pour certains, était satellite et tactique,
des ETF vers en fait des stratégies cœur plus stratégiques. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer un investisseur investir dans BNP Économie Circulaire ou dans BNP MSCI World de manière tactique pour s'exposer ou se désexposer pour 15 jours. Enfin, je veux dire que le statut un peu a changé. Autant parfois on pouvait évoquer l'aspect tactique sur des thématiques très pointues, je voudrais faire l'ETF Banque Européenne, le x3 de levier, etc., ou le Gold. Donc on se dit, bah oui, il y a peut-être une couverture ou un mouvement qui est joué de manière tactique par le gérant. Autant si je me positionne sur un BNP économie circulaire, ça perd son statut de gestion tactique et ça devient vraiment cœur dans beaucoup de portefeuilles. Je ne sais pas si tu confirmes cette élément. Oui, je confirme complètement. Il y a soit une approche opportuniste où on va rechercher une diversification, une recherche de performance sur une thématique spécifique. Et effectivement, on n'est pas forcément cantonné à 10% de ces investissements. Donc, on va bien au-delà d'une poche satellitaire. Et puis, il y a également toute la partie benchmarking, je dirais, c'est-à-dire des gérants, parce qu'on a quand même pas mal dans nos encours des gérants de fonds actifs qui utilisent les ETF au sein de leurs fonds de gestion active, qui vont se rebenchmarker en cours d'année pour resuivre leur indice de référence parce qu'ils s'en sont trop écartés. Et pour faire cela, ils investissent aussi sur des ETF. Et donc, on a aussi cette stratégie d'investisseurs professionnels. On va avancer parce que le temps passe vite. Autre élément qui est un peu tarte à la crème qu'on connaît bien, mais c'est les frais de gestion. Oui. Quand vous investissez dans des ETF en cœur de portefeuille, vous, globalement, en moyenne, vous diminuez les frais de gestion par 5. Ce qui donne, en fait, selon moi, ça oblige à mettre en place une nouvelle chaîne de valeur, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que la gestion de patrimoine, du coup, peut réinventer la mise en place d'enveloppes à travers l'assurance vie, type gestion pilotée, gestion sous mandat, pour pouvoir, en fait, utiliser ce type de gestion. Donc, ça va être gestion indicielle plus gestion active. L'idée, c'est pas de dire c'est mieux ou c'est moins bien, mais c'est une complémentarité des deux approches au service de solutions pour l'investisseur final et du coup proposer en fait une gestion sous mandat au client qui lui verra que effectivement on a bâti des solutions intéressantes, y compris avec les ETF, et pouvoir prendre des frais, donc changer un peu l'enveloppe de revenus, la répartition du revenu en disant bah, je me positionne sur une gestion conseillée, une gestion pilotée, et je retrouve quelque part une marge grâce aux ETF. Bon, voilà, je ne sais pas si tu voulais commenter sur ces niveaux de frais. Oui, très rapidement pour dire qu'il y a eu une baisse quand même un ralentissement de la baisse des frais de gestion parce qu'on ne peut pas non plus arriver à zéro. Donc, on voit bien, on passe de 0,35 à 0,29. Donc là, c'est quand même assez significatif. De 2019 à 2020, 0,28. Bon, on ne sait pas si on a atteint un point mort, sans doute pas, parce qu'on sait qu'au niveau mondial, la moyenne de ces frais de gestion, c'est 0,20. Donc, on a peut-être encore une marge à la baisse, mais pas si énorme. C'est une petite question pour toi, Bertrand. Est-ce que les ETF, les nouveaux ETF thématiques ou ISR sont beaucoup plus chargés que les ETF classiques? Alors, c'était le deuxième point que je voulais aborder, Jean-François, c'est de dire que en plus, quand on est sur des thématiques spécifiques de niche, généralement, ça coûte plus cher. Et là, c'est pas le cas. Allez, on va dire, on a peut-être 0,01, 0,02% de frais de gestion en plus quand on compare la moyenne des frais de gestion. Quelques points de base, mais c'est pas significatif. Voilà, après, on a les ETF à effet de levier qui, eux, sont plus chargés. Voilà. Mais les frais de gestion de Blue Economy ou de économie circulaire ou de low carbone. On doit être à 0. On est à 0,30. On est à 0,30%. Tu vois, donc par rapport à la moyenne, c'est pour ça que je te disais, il y a 0,02% d'écart. Donc non, c'est pas significatif. Donc ça veut dire que la recherche extra-financière ne coûte pas. Je vais même dire que la couverture contre le risque de change, si vous prenez des ETF qui ont une part couverte contre le risque de change euro-dollar, par exemple, ne coûte pas parce qu'on va répliquer un indice qui est couvert. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Et puis enfin, je dirais, oui, les frais de gestion, c'est important, mais ce n'est pas le plus important et surtout dans un critère de sélection d'un ETF, il ne faut pas forcément aller sélectionner des ETF en fonction de leur niveau de frais de gestion. C'est comme pour n'importe quel autre fonds, sélectionner les fonds en fonction de leur performance nette sur 1 an, 3 ans, 5 ans.
On avance dans la présentation pour évoquer le thème de l'assurance vie, puisque qui Oui. dit gestion de patrimoine dit assurance vie, hein, c'est le couteau suisse de la gestion de patrimoine. Mhm. C'est assurance vie, on aurait pu élargir sur le PER, enfin voilà, les enveloppes retraite, les enveloppes d'investissement. En fin d'année, on était en moyenne 20 ETF par contrat d'assurance vie, donc ce qui était pas mal en fait. Moi, j'étais Ouais. surpris par ce Moi chiffre. aussi. Et, Ouais. et tiens-toi bien, Bertrand, à fin mars, donc on a fait les calculs hier spécialement pour ce webinaire, on est à Mhm. 25 ETF en moyenne par contrat d'assurance vie. Donc, il y a une Ouais. vraie montée en puissance des assureurs qui référencent de plus en plus D'accord. les ETF. Et je pense même aussi les contrats gestion de patrimoine. J'ai mon petit doigt qui m'a dit que Generali Ah, poussait fort sur les ETF en ce moment. Enfin, voilà, il y a quelques assureurs d'accord. qui également sont en train de faire changer un peu leur gamme et leur référencement. Mhm. Est-ce que c'est des éléments que toi, tu constates aussi et... Alors oui, on constate aussi évidemment parce qu'on est en relation avec des assureurs. Moi, j'ai été également très surpris par ce chiffre de 38% des contrats qui ont au moins un ETF. C'est très positif. Positif. J'aurais pas dit ça comme ça instinctivement. J'aurais dit 10, 15. Mais oui, on le constate parce qu'on a des demandes de référencement. Nous, chez nous, on a 33 contrats concernés. On a 26 ETF de notre gamme qui sont référencés par les assureurs. Et quand on regarde dans le top 5 des ETF les plus référencés par ces assureurs français, on n'a que de l'ESG ISR. On a le low carbone, on a le MSCI USA, le circulaire économie. Donc, tout ça pour dire que les assureurs, et c'est d'ailleurs leur propos quand ils recherchent à référencer des ETF, ils recherchent à référencer souvent une offre complémentaire à celle qu'ils ont déjà. Ils n'aiment pas la redondance. Donc, ils vont aller chercher dans l'ESG ISR où les promoteurs d'ETF ont énormément développé leur gamme. Donc, c'est très positif pour nous puisqu'on a une gamme très ESG. D'accord. Dernier point pour passer aussi à des exemples, c'est le succès de la gestion thématique. Donc là, vous avez un graphique d'évolution de la collecte nette cumulée depuis 2020 sur l'ensemble des fonds actions. On a retenu les fonds actions parce que c'est vrai que la gestion de patrimoine consomme un peu moins d'ETF obligataires, donc on a voulu regarder la partie ETF actions. Donc là, c'est l'ensemble des fonds ETF et pas ETF, donc c'est tout cumulé. Et on voit que sur 2020, on a eu un vrai succès pour des gestions thématiques. Sur les 150 milliards de collecte, on va dire, tout mouillé sur les fonds actions, il y en a 85, donc plus de la moitié sur des fonds thématiques, ce qui est énorme. Et on voit que ça continue, c'est-à-dire que il y a deux choses. Déjà, depuis le début de l'année, la tendance de collecte sur des fonds actions est très très fort, 3 fois plus importante que ce qu'on a connu en 2020. Donc on est sur un rythme de collecte aujourd'hui en annualisé de 450 milliards d'euros de collecte sur les fonds actions. Donc c'est beaucoup. Et sur ce rythme annualisé, donc on voit arrêter à mi-mars, les fonds thématiques collectent aussi la moitié, en fait, continuent à capter la moitié des flux nets. Donc, il y a un engouement pour cette gestion thématique. On a envie de se positionner sur des histoires, des méga-trends qui parlent aux investisseurs par rapport, vous voyez, en bleu ciel, au fonds actions Europe, qui sont un petit peu dans la panade, qui n'attirent pas, enfin, qui sont un peu boudés par l'ensemble des investisseurs. Donc, on voit qu'il y a vraiment un engouement pour les thématiques. Et ce qui est assez intéressant, ce qui explique aussi l'organisation de ce webinaire, c'est que c'est un petit peu la nouvelle boussole aussi des ETF. C'est-à-dire que les ETF ont limite un peu anticipé ce mouvement-là. On voit beaucoup de création d'ETF sur la partie thématique. Je ne sais pas si tu le confirmes. Puis on donnera tout à l'heure des exemples Oui. d'ETF BNP. Non, bah, pas de commentaires spécifiques, Bon. Jean-François. Je pense qu'on peut passer. Ouais, juste Europe, on voit bien que la catégorie Europe, hein, en géographie, je parle pas des thématiques, mais des Oui, géographies, il n'y a pas une appétence très très forte très pour aller fort. sur des indices européens. Donc, de la part d'investisseurs européens, c'est assez étonnant quand même. Ouais. Ouais, alors, je pense que les investisseurs sont soit recherchent des thématiques sur des États-Unis Ouais. pour tout ce qui est croissance, soit Hum, sur des thématiques emerging, Asie, hum, pour tout ce hum, qui est un peu recovery, et hum. l'Europe, malheureusement, passe un petit peu Ouais. à la trappe sur ces Ouais. sujets-là, Hum. sur les grands flux, j'allais dire.
Alors, on va regarder les thématiques. Page suivante, on a essayé de tenter une définition des ETF thématiques pour expliquer que, justement, on avait une période ETF avec des grands indices de marché. Et on voit que l'industrie des ETF, et BNP en particulier, ça s'engouffre en fait dans la brèche, dans cette approche très méga trend. Chez Cantalis, on a défini 4 grandes thématiques, j'allais dire, ou plutôt 3 et une synthèse. La première, c'est les grandes thématiques, les grandes mutations climatiques. La deuxième, c'est les grandes mutations technologiques. Et la troisième, c'est les grandes mutations démographiques. Et en dessous, ensuite, on identifie des thématiques plus donc granulaires. Donc, sur la démographie, on va avoir le vieillissement de la population ou les millennials. Sur la technologie, on va avoir ce qui est digital ou ce qui est sécurité, cybersécurité, par exemple, ou intelligence artificielle. Et sur ce qui est climatique, ben, on va avoir le thème de l'économie circulaire, etc. Enfin, ce qui est plus en environnement. Transport vert, agriculture bio, etc. etc. Et la quatrième, c'est la synthèse, puisqu'on a des approches méga-trends ou multithématiques qui, je dirais, référencent un petit peu sur l'ensemble des thèmes. Donc voilà un petit peu nous comment on voit l'univers, et tu confirmes que Oui. c'est un thème très fort. Oui, c'est un thème très fort et je dirais, bon, l'ESG, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une thématique, mais sans doute, il y a un glissement quand même des indices vers l'ESG. Il y a pas que de la création de nouveaux indices ESG, il y a aussi de la transformation d'indices traditionnels en indices ESG. C'est le cas du CAC 40 qu'on mentionne ici. Le CAC 40, Euronext vient d'annoncer qu'ils allaient créer un CAC ESG avec une amélioration de la note ESG d'au moins 20%, enfin pour être labellisé ISR, pour que les fonds soient labellisés ISR. Donc, on voit bien qu'il y a ce glissement vers l'ESG. Peut-être que toute l'offre d'ETF dans 2 ans, 3 ans, 5 ans sera 100% ESG. Nous, sur les thématiques, on s'est lancé très tôt sur, par exemple, l'immobilier coté, et dont l'immobilier coté green, d'ailleurs, il y a un peu plus récemment, mais l'immobilier coté, ça fait 10 ans qu'on a des ETF sur l'immobilier coté qui fonctionnent très bien. Le bas carbone, les infrastructures, l'économie bleue. Donc, oui, on est très présent sur les thématiques et les méga trends, je dirais. Après, on est très présent sur la partie environnementale, même si on a des filtres ESG. Je pense que si je devais faire un peu de prospective, il manque dans l'offre ETF la partie S et G qui n'est pas aujourd'hui suffisamment développée. Donc des fonds spécialisés sur le social, sur l'éducation par exemple. L'éducation. Voilà, l'éducation ou la gouvernance. Je pense qu'on aura des fonds plus spécialisés dans le S et le G dans les années qui viennent. Alors, je voulais insister dans le graphique qui suit sur 3 exemples, parce que c'est toujours bien de revenir à des exemples. Donc ça, c'est moi qui les ai choisis avec mes petites mains sur Cantalis. Et je voulais insister sur 2 points. La première, c'est la source de performance. Tu en parlais tout à l'heure. Faire des méga trends, c'est-à-dire essayer d'identifier en amont une vague de fonds, une source de croissance structurelle. Enfin, voilà, on va revenir à la définition de qu'est-ce qu'une thématique de long terme mondiale. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est la partie source de diversification. C'est-à-dire vraie fausse diversification. Si j'investis dans un thème un peu à la mode, c'est un peu du thematic washing, et au final, je me retrouve toujours avec des GAFAM et du Microsoft et du Google. Bon, bah, donc, je vais avoir au final dans mon portefeuille une très forte corrélation. Donc, je voulais regarder en fait les sources de diversification et la faible corrélation de ces fonds avec les autres fonds traditionnels, actions internationales. Je ne sais pas si tu voulais. Moi j'en ai retenu 3. J'ai économie circulaire, j'ai Blue Economy et j'ai Low Carbone, sans Europe. Et avec aussi peut-être insister sur le fait que ce sont là pour le coup des indices encore confidentiels par rapport à des ETF sur des indices de marché très connus. Tu parlais du CAC 40. Tout à fait. Oui, c'est vrai que quand on est sur du MSCI, ISR, quelle que soit la zone géographique, on est quand même sur une répartition sectorielle proche des grands indices. Donc la tracking error, l'écart de performance est relativement limité. Alors que là, quand on est sur des thématiques, là, il y a des biais sectoriels beaucoup plus forts. Donc du coup, ça rejoint ce que tu disais, Jean-François, sur la corrélation plus faible aux grands indices de marché. Là, on est sur des indices low carbone, donc c'est Euronext.
Ici, PI pour Blue Economy et pour Circular, c'est un fournisseur d'indices spécialisé dans l'ESG italien, qui est effectivement pas très connu, qui le devient de plus en plus. Nous, on sélectionne ces indices sur la base de la robustesse de leur méthodologie. Comment est construit l'indice? Là, on est sur 2 indices sur 3 là, qui sont équipondérés. C'est 50 valeurs pour Blue Economy et 50 valeurs pour Circular Economy. Ce sont des indices mondiaux. Ils sont équipondérés. Et puis, évidemment, un point d'attention énorme pour nous quand on décide de lancer un ETF sur un indice, c'est la liquidité du sous-jacent. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'est pas sur du confidentiel, même si le fournisseur d'indices peut être confidentiel, comme tu dis, Jean-François, mais les valeurs qui sont dedans ne le sont pas. On ne peut pas se permettre d'être sur des valeurs qui ne sont pas liquides, parce qu'après, il faut que chaque porteur de part puisse sortir à n'importe quel moment. Donc, on va aller sélectionner toujours des actions avec une liquidité élevée. C'est ça. Alors, on voit tout de suite à l'œil nu sur Totalis que sur des indices et des ETF qui sont relativement récents, je n'ai pas pu remonter à 10 ans ou à 15 ans, je n'ai pas des track records très anciens. On voit à l'œil nu que c'est plutôt des ETF et des indices qui ont eu tendance à surperformer le MSCI World pour les 2 premiers, donc économie circulaire et Blue Economy, le 3e, le carbone et Action Europe de mémoire. Et on voit déjà en termes de performance, en surperformance par rapport au MSCI et à la catégorie, ou en performance, j'allais dire, brute absolue, puisque c'est économie circulaire, il fait un peu plus de 10% depuis le début de l'année, donc dans un environnement qui était parfois un peu compliqué. Blue Economy est à 6 et quelques pourcents. La partie Europe, depuis le début de l'année, est à 3 et quelques pourcents. Donc, on voit que ça fait le job, quoi. Enfin, voilà, c'est récent, mais c'est probant. Oui. Alors, un point d'attention, Jean-François, c'est que, bon, comme je le disais, il y a des biais sectoriels. Donc, par exemple, les énergies fossiles ne sont pas représentées. Donc, ça bénéficie aussi, si les énergies fossiles ont sous-performé le marché, mécaniquement, évidemment. Enfin, c'est l'ensemble des fonds ISF. Hein. C'est plutôt pas pétrole, pas tourisme. Ouais. Dans le scénario en cas, c'est plutôt le bon côté du cas. Ouais, ça, tout à fait. c'était l'ensemble des fonds ISF. Mais c'est historique, donc bon, toujours voilà, performance passée. Mais le point aussi important, c'est que la volatilité, concomitamment à cette surperformance observée sur 1 an, 3 ans, nous, on a 90% de nos indices qu'on réplique qui font mieux que les indices leurs indices équivalents non ISR. Donc on voit bien quand même que globalement, on arrive à surperformer, mais c'est de la performance passée. Mais même en termes de risque, quasiment tous ces indices sont moins volatiles que les indices généralistes qui sont pourtant beaucoup plus diversifiés. Parce que là, je vous disais, il y en a 50 valeurs, donc on est quand même sur des indices concentrés, sur Circular, sur Blue Economy, mais on compare ça par rapport à des indices qui ont 200, 600 valeurs et qui normalement doivent être moins volatiles. Eh ben non, en fait, l'intégration de critères ESG fait baisser la volatilité du portefeuille. Voilà, donc on a vu perf, on a vu risque. Il faut regarder aussi la construction des indices. Hein. On disait, par exemple, Blue Economy, j'ai en premier les États-Unis avec 16%, mais j'ai une quinzaine de pays, donc j'ai Norvège, Japon, Angleterre, Hong Kong, les pays nordiques, très représentés. Donc c'est important de regarder ça. Et l'autre élément en page suivante qu'on voulait regarder, donc là, pour le coup, c'est la partie diversification. Donc, vous avez Cantalis, vous mettez, moi j'ai pris 7 grands fonds, les plus gros fonds en fait des actions internationales en termes d'indices. Donc, vous allez avoir du BlackRock, du Carmignac, du Comgest-Monde, du DWS Top Dividende. C'est des fonds qui font, je crois, DWS, il doit faire 25 ou 30 milliards d'encours. J'ai MSCI, Global Opportunity, Pictet, Megatrend. C'est des fonds qui ont très bien marché. Et vous voyez que les performances des 3 fonds en question, mais surtout sur la droite, la matrice de corrélation sur 3 ans, vous avez finalement des corrélations. Moi, ça m'a surpris puisque je me dis, bon, bah, c'est des fonds Action Monde versus 2 ETF Action Monde. Donc, je me dis, bon, on va avoir des corrélations de 0,98. Et en fait, je vois par rapport à DWS Top Dividende, donc j'ai 0,65 de corrélation, 0,70 de corrélation, 0,71 de corrélation. Donc, c'est finalement assez faible. Est-ce que la construction des indices, quel est ton point de vue par rapport à cette source de diversification?
Bah oui, bah là mécaniquement, enfin, on voit bien que c'est diversifiant, donc on peut prendre des contre-courants, même quand on est concentré sur le marché des actions et même quand on est concentré sur une zone géographique. Au sein de cette zone equity, on peut prendre des corrélations avec des bêtas plus faibles ou plus élevés en fonction de la thématique sur laquelle on a décidé Donc, c'est d'investir. des facteurs différents qui donnent des corrélations différentes, des Ouais, comportements différents, en fait. ouais, ouais. Et le- et le- et la- Bloomberg Et l'aspect équipondéré apporte aussi apporte une aussi. diversification, parce que ce n'est pas le cas de la gestion active. Hein. C'est pas le but de la gestion active. Nous, alors on n'est pas toujours sur des indices équipondérés, évidemment. Le bas carbone, il n'est pas équipondéré, mais quand on est sur des indices équipondérés, c'est aussi ce qu'on peut appeler un facteur d'investissement, d'aller sur des indices équipondérés qui vont faire baisser le risque spécifique de baisse d'une action. Donc, du coup, ça limite aussi la volatilité. C'est ce qui se constate sur la volatilité historique 1 an de nos ETF dans notre gamme. D'accord. On a le sentiment d'avoir des facteurs différents et donc une source de diversification. Blue Economy, par exemple, rien que le Oui. nom, on se dit, bah oui, effectivement, c'est les océans au sens large, l'aquaculture, etc. Est-ce Oui. que, est-ce qu'il y a des facteurs cachés ou des risques du coup différents que le sélectionneur de fonds qui nous écoute doit appréhender? Est-ce que tu dis, bon, faites attention, si vous êtes sur économie circulaire, bah, la première position, c'est fort. Enfin, vous allez avoir un effet un petit peu cyclique, caché, ou non. Est-ce que vous avez remarqué des Bah, choses ou pas? alors, justement, dans les biais, il y en a biais et action, on va dire, il n'y en a pas vraiment puisque c'est équipondéré. Donc, du coup, évidemment, entre deux rebalancements, oui, il ne faut pas oublier de dire que les indices vivent. Hein. Ils vivent, il y a des valeurs qui Sûr. rentrent, des valeurs qui sortent. Les méthodologies aussi peuvent évoluer en cours de vie. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les fournisseurs d'indices font. Et du coup, on a des rebalancements souvent 2 fois par an qui permettent de remettre à chaque fois à 2%, par exemple, si on a 50 valeurs, 2% le poids de l'indice. Donc non, je dirais que les biais sur les actions ne vont pas trop jouer, parce qu'on ne va pas avoir une action qui va peser 10% du fonds. Moi, je ne parlais En pas des revanche, billets actions, je parlais des billets sectoriels. sectoriel, oui, là bien J'ai sûr, regardé économie bien sûr. circulaire, Ouais, j'ai Ford, John Deere et Caterpillar, et dire, bah ouais, oui, forcément, ça va être très cyclique, automobile, industrie américaine, ouais, qui tout à représente fait. 60% du portefeuille, Ouais. et Oui, derrière économie circulaire, c'est industrie US. ouais, Ou non, exactement. Oui, oui. oui, enfin, je sais pas. Oui, oui, on a des biais soit géographiques, soit sectoriels en allant sur des thématiques, ce qui n'est pas le cas des MSCI ISR. D'accord. Et ça, on peut le retrouver, ce qui est bien dans l'outil Cantalis. Vous faites des régressions, vous regardez des corrélations par rapport à des catégories ou par rapport à des indices purs. Que ce soit, vous avez dans Cantalis les indices bancaires, des indices voilà, sectoriels, et les Mhm. régressions peuvent identifier justement cette source de corrélation ou ces biais sur différents facteurs. Donc c'est important, je pense, de pouvoir faire l'exercice pour voir, pour mieux comprendre le comportement de ces thématiques par rapport à des mouvements de marché. Bah, je crois on a été assez vite, donc on arrive à la fin. Je ne sais pas Oui. si il y a des questions euh, ou pas. Ou voilà, en conclusion, on avait juste illustré, Mhm. rappelé en fait ce qu'on vient d'évoquer, la collecte qui reste forte sur les ETF, sur toutes les stratégies, maintenant sur toutes les thématiques. J'ai l'impression Mhm. qu'avec l'approche thématique ISR, les ETF ont parfois un temps d'avance sur l'industrie de la gestion en étant innovants et en sortant justement en travaillant avec les fournisseurs d'indices sur ce type de Mhm. thématique. Donc ça, c'est Et en ayant intéressant. une vraie politique de droit de vote aussi, hein, souvent ce qu'on oublie, on croit que parce qu'on est sur de la gestion indicielle, il ne se passe rien ensuite sur la défense des intérêts des actionnaires lors des assemblées générales. Eh bien, si, c'est bien le cas. On va représenter nos actionnaires aux assemblées générales pour voter pour, contre ou C'est neutre ça. sur les résolutions au même titre que les positions qu'on peut avoir en gestion active. Donc on va au J'ai bout une de la question chaîne. pour toi. J'ai une question pour toi, Bertrand. Il y a combien d'ETF dans la gamme BNP? On a 65 ETF. 65 ETF. Oui. Rappelons-le que vous avez reçu l'Awards de la meilleure gestion ETF par Cantalis.
Sur Oui, la qualité des 65 ETF, ouais. c'est quantitatif, c'est lié aux notations, etc. etc. Ça a Mm, été reconnu comme la gamme mm. la plus, de Ouais, la sur meilleure qualité. 2021, enfin le prix fin d'année C'est ça. 2020, et c'était la deuxième année consécutive qu'on C'est ça. recevait cet award. Et puis je précise aussi, bon, parce que la pédagogie pour nous c'est quelque chose d'essentiel, alors, vis-à-vis des investisseurs particuliers, mais pas que, vis-à-vis des intermédiaires financiers, des assureurs, des journalistes, et que là aussi on a reçu depuis 2 années consécutives le prix de la pédagogie. Quels sont les prochains ETF que vous allez sortir, que vous avez dans les cartons? Si tu peux nous en dire un petit peu. Alors non, je peux pas. Ah, Non, non, je peux pas parce on n'est pas d'accord. censé parler de choses qui On n'aura ne pas le sont. scoop. Non, non, non. On doit attendre que les fonds soient D'accord. visés, signés Bien par les sûr. régulateurs pour pouvoir en Et parler. il y en a dans les cartons? Oui, oui, bien sûr, il y en a dans les cartons et 2021 pour nous est une année très dense normalement en termes de lancement. D'accord. Donc oui, il y aura de belles surprises et Belle surprise. on sera. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, Donc on on refera n'innove l'exercice pas. bientôt. Ouais, mais on n'innove pas Bon, pour innover, on n'innove pas pour nous faire plaisir. On est vraiment à l'écoute des besoins des investisseurs, des tendances de fonds, et on n'a pas envie de lancer des ETF qu'on va délister 1 an ou 2 ans plus tard, ce qui serait pas bon pour les investisseurs et pour notre image. Donc, on s'inscrit dans la durée. bon, donc je vous propose qu'on se retrouve avec Bertrand pour reparler de ça bientôt, donc peut-être fin avril, début mai, je ne sais pas s'il y a une date qui a été fixée, mais on refera un point sur ces Ouais, thématiques. Et voilà, il y a plein de choses à dire, plein de questions. Réplication physique, synthétique, liquidité, ouais. etc. Donc on a survolé, mais ça sera intéressant de rentrer dans le détail. Construction de portefeuille, diversification, etc. Merci Bertrand, parce que je vois que le temps Merci passe vite, il est déjà Jean-François. 10h15. Vous le retrouverez Mais- tout ça en replay sur Quantalis. Et D'accord. je vous dis à bientôt et portez-vous bien. À très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.